Dans le monde intellectuel, les mouvements décolonial et indigénistes ont acquis une certaine influence, notamment grâce à leur prétention à défendre et représenter des groupes démographiques historiquement victimes de discrimination ou d'injustice. Leur lecture identitaire et ethnique des dynamiques humaines en fait un exemple frappant de ces nouveaux mouvements intellectuels ultra-politisés dont nous parlons si souvent sur le podcast, et qui sont très influents sur certains campus universitaires des pays anglophones. Mon invité pour cet épisode, Gilles Clavreul, a étudié attentivement les racines intellectuelles et les manifestations spécifiques de ces mouvances. Eh bien bonsoir, donc je reçois aujourd'hui Gilles Clavreul. Gilles, bienvenue sur Liberté Académique. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc vous êtes délégué général de l'Aurore, qui est un club de pensée républicain et progressiste. Vous avez été délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je vous ai proposé de venir aujourd'hui sur le podcast parce que vous avez écrit un texte assez long, publié en décembre 2017 par la Fondation Jean Jaurès, qui s'intitulait « Radiographie de la mouvance décoloniale entre influence culturelle et tentation politique ». Donc, sur notre podcast, nous nous intéressons beaucoup à l'engouement d'un certain nombre d'universitaires pour ces mouvements militants identitaires. On avait notamment interviewé Jean-Louis Fabiani. Il y a eu une collision, si on peut dire, avec des étudiants militants lors d'un cours qu'il avait donné à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, il y a quelques mois. Voilà, donc je pense que l'interview qu'on avait faite avec lui aura certains points communs avec ce qu'on va discuter là. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est simplement, je me demande qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour cette thématique-là. Alors, cette note, en fait, répondait à une commande qui m'a été passée par la Fondation Jean Jaurès, donc qui est un think tank proche de la gauche, proche du Parti socialiste historiquement. Bon, aujourd'hui, disons un think tank de gauche libérale, de centre-gauche, on va dire, qui a souhaité que je fasse une étude un peu sur le sujet, un peu consistante, suite à pas mal d'échanges, de conversations qu'on avait pu avoir ensemble et également de prises de parole que j'avais pu avoir donc dans mes fonctions antérieure de délégué à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, puisque l'un des sujets multiples, sujets auxquels j'ai été confronté, c'est cette fracture au sein des mouvements antiracistes entre ce qu'on peut appeler alors de multiples façons, mais disons l'antiracisme traditionnel incarné par un certain nombre d'associations ou de courants politiques ou de façons de penser qui sont la LICRA, SOS Racisme et ainsi de suite, qui est un antiracisme qu'on va appeler universaliste et qui lutte donc contre toutes les formes de racisme et de discrimination, et puis ceux qui se présentent comme des nouveaux antiracistes ou des antiracistes politiques qui dénoncent les échecs, les impasses, éventuellement les compromissions ou les instrumentalisations des mobilisations antiracistes antérieures, à quoi d'ailleurs on peut en grande partie accéder, mais qui en réalité développent derrière une approche qui est radicalement différente et qui est même totalement antagoniste, non seulement avec le discours que tenaient jusqu'à présent les antiracistes traditionnels, mais avec toute une partie de la classe politique. Et c'est une fracture qui n'est donc pas seulement celle du mouvement antiraciste, mais qui est une fracture à l'intérieur de la gauche. En réalité, donc c'est un problème beaucoup plus large que ça. Et cette fracture, quel en est le point de départ, le point névralgique, c'est la critique radicale de l'universalisme des valeurs démocratiques, libérales et républicaines. Alors je mets ces mots pour le moment en facteurs communs sans trop les trier. Il y a évidemment des différences conceptuelles, des différences historiques et autres, et on pourra éventuellement approfondir un peu ça, mais
En gros, ça consiste à dire tout ce qui a été présenté comme la défense des droits de l'homme, comme la promotion de l'égalité homme-femme, comme la lutte contre toutes les formes racistes, de racisme est en fait un leurre. C'est une façon de masquer la domination du modèle occidental qui s'exerce sur toutes les populations des anciennes colonies et même au-delà. Et en fait, c'est la perpétuation sous la forme d'une espèce d'exhortation morale à chérir les valeurs universalistes, une façon de perpétuer la domination occidentale. Et ça s'inspire alors de plusieurs sources, en réalité de plusieurs courants idéologiques. À la fois, il y a une incorporation, mais aussi une sorte de déformation des théories et des études postcoloniales, telles qu'elles ont pu être conduites sur le continent américain, aussi bien au nord qu'au sud. Et c'est pour ça que j'ai établi une distinction entre études postcoloniales, c'est-à-dire la critique du colonialisme, de ses violences, de ses crimes, de ses formes de domination, et puis le mouvement décolonial qui dit, en gros, la colonisation n'a jamais cessé, et le colonialisme n'est pas une protubérance effrayante de l'Occident, c'est l'Occident lui-même. En fait, ce qui caractérise l'Occident, pour les décoloniaux, c'est la domination coloniale, et cette domination, d'abord, elle s'exerce de manière uniforme depuis 1492, depuis Christophe Colomb, la conquête de l'Amérique. Et le projet occidental, c'est pas du tout la démocratie ou les droits de l'homme. En fait, le vrai projet occidental, c'est dominer le monde entier et asservir tous les non-blancs. Et donc, il y a bien mais on y reviendra, une lecture raciale derrière. Alors ça donc c'est une première composante, c'est la principale dans la mouvance décoloniale, mais vous trouvez également des apports qui viennent de l'extrême gauche politique, donc avec des mouvements comme le nouveau parti anticapitaliste, donc l'ex-LCR, qui s'est rapproché, un peu à la manière de ses homologues anglais, qui s'est rapproché des luttes altermondialistes, qui s'est intéressé à la défense d'un certain nombre de minorités, dont parmi ces minorités, et c'est là la troisième composante, se trouve, au-delà de la sphère altermondialiste, on va dire au sens large, se trouve la défense des minorités musulmanes et donc de la cause et de l'identité musulmane, cette composante étant pour l'essentiel représentée par l'islam des frères musulmans. Pour aller extrêmement vite, mais disons que dans la mouvance décoloniale, alors ensemble, à côté, en fonction des types de mobilisation, des slogans, etc., vous allez trouver un certain nombre de collectifs qui s'appellent par exemple le CCIF en France ou le CCIB en Belgique, qui est son homologue. Vous allez trouver donc un certain nombre de personnages ou de militants qui sont des figures de la mobilisation de l'islam politique, dont une figure tutélaire, alors qu'il est beaucoup moins maintenant, mais qui a été très importante dans cette mouvance décoloniale, qui était Tariq Ramadan. Voilà donc le paysage, et qui est un paysage relativement récent, parce que les figures du nouvel antiracisme, ou de la mouvance décoloniale, comme on veut, émergent à partir du début des années 2000, la naissance du Parti des indigènes de la République, si ma mémoire est bonne, ça doit être 2003. Il y a un coup d'accélérateur à partir de 2005, de la fin 2005, parce qu'en France, il y a les émeutes urbaines dans un certain nombre de banlieues, et vous avez donc un peu toutes ces composantes dont j'ai parlé, la lutte contre le modèle colonial, la défense des minorités ethniques, des minorités dites non blanches, la cause altermondialiste un peu, et en fait on va l'entendre de moins en moins, et puis beaucoup la revendication de l'islam politique, on va entendre de plus en plus. Okay. Je précise en passant, puisque vous avez mentionné le CCIF, pour l'audience qu'on a interviewé Isabelle Kersimon, ça doit faire 1 an et demi, qui a écrit une enquête qui portait en particulier sur le CCIF. Voilà, donc vous avez déjà dressé un portrait, disons plutôt un tableau d'ensemble. Je pense qu'il y a certains points qui seraient vraiment intéressants pour nous d'approfondir, mais avant ça, c'est déjà une manière d'approfondir, il y a 2 termes qui sont souvent utilisés dans ces discussions pour qualifier ou pour désigner ces mouvements. C'est d'une part décolonial. Donc, déjà, vous avez fait la distinction, c'est important avec les études postcoloniales. Donc, d'une part décolonial et d'autre part indigéniste ou indigène. Voilà, quelle est la différence en fait entre ces termes, la manière dont ils sont
compris et conçu, utilisé? Disons que Décolonial appartient plutôt au registre, au monde académique. Alors, après, on pourra discuter sur le point de savoir si c'est de la science ou du militantisme. Ça se revendique en fait inséparément l'un et l'autre, mais bon, la question peut vraiment se poser quand on lit les travaux en question. Alors qu'indigéniste ou indigène appartient au registre purement militant. C'est en fait là, c'est un retournement du stigmate, c'est-à-dire on se qualifie soi-même d'indigène puisque les colons nous ont qualifiés tels. D'accord. Et décolonial, c'est un terme que vous trouvez chez les auteurs, en particulier sud-américains. L'un des inspirateurs, le principal inspirateur de la mouvance décoloniale en France, c'est Ramon Grossfogel, que je cite à plusieurs reprises dans mon papier, qui est un professeur de sociologie à l'université de Berkeley. Et qui a publié un certain nombre de travaux, d'articles, de livres, et donc qui est une référence. On retrouve en fait dans les écrits d'Horia Boutelja, la présidente du Parti des indigènes de la République, la porte-parole, je crois, pour être exact, on retrouve quasiment des morceaux entiers de ce que dit Ramon Grossfogel. Voilà. Okay. Donc vous avez déjà présenter quelques-unes des idées principales de cette vision du monde, ou disons de cette vision de certaines réalités humaines. On voit souvent une sorte de résumé en une phrase, de l'idéologie de ces mouvements qui consiste à dire qu'ils ont en quelque sorte abandonné le marxisme, la lutte des classes pour la remplacer par une lutte identitaire. Est-ce que vous pensez que c'est un bon résumé, même si très bref? C'est un résumé, et comme tous les résumés, il n'est pas complètement exhaustif ou complètement exact, puisque bon, il y a des petites nuances. Certains des militants sont formés, les plus anciens notamment, ont été formés à la Vulgate marxiste, donc ils en ont encore un peu la terminologie, et ils rappellent plus volontiers la nécessité de la convergence des luttes, etc. Ils se situent au moins dans une phraséologie qui sonne marxiste. Certains ont été ou sont encore des militants dans des partis de gauche de la gauche, comme le NPA, comme je le disais. Mais on ne peut pas dire que ça reflète vraiment la tonalité d'ensemble ou de ces mouvements, puisqu'en effet, et d'assez loin, c'est la question raciale qui devient prédominante et qui éclipse quasiment complètement la question sociale. Ou alors, c'est présenté de manière un peu plus subtile que ça, mais en fait assez rhétorique, qui consiste à dire mais c'est la même chose, la classe et la race c'est pareil, la classe, la race, le genre, d'ailleurs je crois qu'il y a un groupe de recherche qui s'appelle comme ça, classe, race, genre, bon, mais en réalité, il y a bien une dernière instance, et la dernière instance c'est la race. Alors, présenté d'une certaine façon, pas à la manière de la race biologique, et c'est très souvent rappelé, c'est la race présentée comme construction sociale. Et là, on a un arrière-plan qui pleure un peu la French Theory, c'est-à-dire c'est une pensée qui produit un effet de réel et qui crée un artefact qui crée dans la réalité des groupes qui sont des groupes fictifs, mais qui deviennent des groupes réels à force d'imposition idéologique. Oui, tout à fait. Oui, on voit là l'influence américaine, l'influence de certains développements intellectuels dans les universités américaines, puisque bien que vous ayez utilisé le terme French Theory, en fait, ça réfère aux usages, aux interprétations de certains auteurs français qui ont été faites justement sur le campus américain, notamment Derrida, Deleuze, Foucault et quelques autres. Donc il y a cette influence-là. Il y a aussi une influence des auteurs sud-américains dont vous avez parlé, sur lesquels donc ces influences académiques inspirent disons, ces luttes militantes, mais il y a aussi des
des interpénétrations plus directes et plus vraiment en temps réel, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, entre ce monde militant-là et le monde universitaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais explorer un peu plus en détail. Notamment les soutiens universitaires de ces mouvements-là. Donc, il y a des gens qui sont vraiment en soutien actif, d'autres peut-être en soutien un peu plus passif. Jean-Louis Fabiani, que j'avais interviewé en hiver, pensait qu'il y a un certain nombre de gens qui ont peur de s'opposer à ces développements-là, de s'opposer à ces militances-là et aussi à leur influence dans l'université. Donc là, je vais vous citer, peut-être pour vous lancer un peu sur ce thème-là plus en détail. Je cite quelques phrases du texte. Vous écrivez que nombre des figures de la mouvance décoloniale sont des fonctionnaires ou des agents publics, le plus souvent issus du monde enseignant et universitaire. Ouais. Ça, c'est déjà assez éloquent. Et donc par la C'était suite, aussi pour pointer une espèce de paradoxe à tout le temps pointer le racisme d'État, l'islamophobie d'État, les violences policières d'État, etc. Donc en gros, le fait que l'État soit la source de tous les maux, mais c'est aussi l'État qui salarie. Alors, d'ailleurs, Bourdieu avait théorisé ça à la fin des années, enfin peu de temps avant sa mort d'ailleurs, pendant les mobilisations de 95, il avait parlé de la main gauche et de la main droite de l'État, c'est-à-dire on fait remarquer, certains avaient fait valoir que les fonctionnaires qui protestent contre l'État sont en même temps, plus que protester pour leurs avantages matériels et moraux, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'État est la source de tous les maux. Il y a un paradoxe à rester soi-même fonctionnaire. Il avait dit, oui, mais il y a une main gauche de l'État qui est incarnée par les enseignants, les travailleurs sociaux, les chercheurs, les intellectuels, qui sont la main qui caresse, et puis il y a la main droite de l'État. La main droite de l'État, c'est celle qui étrangle, qui étouffe, qui tape, c'est donc, on imagine très bien, c'est l'appareil répressif dans son ensemble. Donc ça, c'est le dernier Bourdieu qui est très militant, très engagé, et qui dit, non, il n'y a pas de schizophrénie, il y a juste un corps avec deux mains qui n'ont pas la même fonction. Bon, disons que c'est un peu dans cet esprit-là aussi que vous retrouvez une sociologie qui, en effet, n'est pas vraiment celle de réfractaires qui auraient choisi de se couper complètement avec la société. Vous avez des groupes d'extrême gauche comme ça qui sont beaucoup plus dans une marginalité assumée. Je pense par exemple au groupe autour de Julien Coupa, la bande de Tarnac par exemple. Donc c'est quelque chose d'assez différent. Là, vous avez des gens qui ont des positions institutionnelles, pas forcément à l'université d'ailleurs, mais dans les établissements publics, etc. Et puis donc un certain nombre d'universitaires, alors qui sont plus des compagnons de route, parce que ce que j'essayais de dire aussi, que évidemment on n'a pas affaire à un mouvement structuré comme peut l'être un parti politique ou un syndicat, c'est vraiment une mouvance, donc ça veut dire que les gens s'agrègent de manière un peu opportuniste en fonction du type de mobilisation, mais chacun garde ses billes, si je puis dire. Toujours est-il qu'on va retrouver dans un certain nombre de colloques ou de manifestations à certains moments, ou lors de pétitions signées pour protester contre telle ou telle décision, ou au contraire soutenir quelqu'un ou quelque chose, on va retrouver des universitaires, dont certains sont des universitaires de tout premier rang, alors presque exclusivement en sciences humaines et sociales, en SHS, un peu aussi dans des domaines pas très éloignés, comme dans les filières cinéma, art vivant, art plastique, etc. Mais principalement quand même le cœur du militantisme, c'est la sociologie politique, sans surprise évidemment. Et là, il y a quelques points névralgiques. C'est l'université de Paris 8, par exemple. C'est un peu celle de Nanterre. C'est aussi certains points en province, comme Lyon 2, etc. Bon, mais également des labos en province. À Limoges par exemple, ou également à Toulouse-le Mirail, Toulouse 2. Bon, donc il y a des points d'ancrage et qui commencent à être relativement nombreux, avec, comme toujours dans ces cas-là, en effet, vous le disiez, vous avez des militants qui sont très très investis, qui montent rapidement au créneau, et puis vous avez un marais, comme souvent, qui n'a pas forcément vraiment de position, qui ne s'intéresse pas nécessairement à ces sujets de très près,
mais qui n'a pas envie non plus de se retrouver pris dans des polémiques qui, comme vous l'avez dit, et comme j'imagine Jean-Louis Fabiani vous l'a expliqué bien mieux que moi, parce qu'il l'a vécu, peuvent être des polémiques très violentes. Donc ça se traduit, en clair, on sait déjà que le milieu universitaire, d'une façon générale, peut être sous des apparences feutrées, pour ceux qui connaissent un peu, ça peut être assez violent, assez rude, les querelles de personnes, les querelles de chapelles, les querelles idéologiques, bon, les contestations de toute nature, évidemment. Mais là, on a quelque chose qui est un peu d'une autre nature quand même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des pôles idéologiques et militants très constitués. Et alors, ça a des impacts sur l'attribution des bourses, sur l'attribution des postes, sur les publications, sur la conduite des enseignements. Et effectivement, voilà, dans ces places fortes, vous savez à peu près à quel type d'enseignement quel type d'enseignement les étudiants vont subir pendant l'année scolaire, universitaire, pardon. Vous savez à peu près le genre de production intellectuelle qu'on va mettre en avant et qu'on va valoriser comme étant réellement et ainsi de suite. Donc voilà, c'est en ça qu'on est dans une démarche qui est clairement de nature militante. Okay. Et si je puis pousser un petit peu plus loin, en dehors de ces places fortes, vous avez également ce qui n'était pas vrai du tout à l'époque, parce qu'on pourrait très bien dire, ça a toujours existé, en tout cas c'est une vieille histoire, vous aviez des bastions marxistes à l'université pendant très longtemps, ça c'était pendant les années 50-60, après pendant les années 70, vous avez les bastions post-marxistes ou structuralistes, où on peut pas dire que c'était d'un pluralisme absolument évident. C'est vrai, mais chacun avait ses bastions et vous aviez aussi d'autres universités où d'autres sons de cloche pouvaient être entendus. Typiquement en sciences politiques, je le sais puisque je suis passé par ce cursus-là, vous aviez des facs qui étaient clairement très pro-Bourdieu. Alors c'était les clivages de l'époque qui sont moins ceux d'aujourd'hui. Et puis vous en avez d'autres qui défendaient davantage l'individualisme méthodologique, la sociologie compréhensive, Weber, Raymond Goudon, etc. Moi j'étais dans cette deuxième filière-là, j'étais à Sciences Po, mais dans cette deuxième filière-là, on entendait également parler, non, plus que ça d'ailleurs, on étudiait Bourdieu et il était tout à fait regardé comme un auteur de premier ordre et qu'il fallait connaître. Et à l'inverse, à Paris 1, par exemple, qui était un bastion de la sociologie politique dite bourdieusienne ou bourdivine, il y avait également Pierre Birnbaum qui enseignait, qui était un sociologue d'inspiration individualiste méthodologique. Donc ça veut dire que ces familles-là se parlaient. De la même manière, si vous lisez l'autobiographie intellectuelle de Pierre Rosanvallon, qui est parue il y a assez peu de temps, lorsqu'il parle de l'école des hautes études en sciences sociales, alors même si après il explique que ça se décante et que les tensions commencent à apparaître entre des gens qui partent vers le libéralisme et puis d'autres qui restent plus fidèles à la gauche socialiste, etc., tous ces gens-là se parlaient. Et l'école des hautes études en sciences sociales, typiquement, est un lieu où le pluralisme existe beaucoup moins qu'il n'existait dans ces premières décennies et demie ou deux décennies. Et de la même façon qu'à Sciences Po Paris aujourd'hui, d'après ce que je sais, parce que je suis plus évidemment dans cette actualité, c'est plus mon quotidien, c'est plus mon milieu d'évolution, mais là aussi vous avez un shift vers, en tout cas, une acceptation beaucoup plus grande d'une sociologie d'inspiration anglo-saxonne qui en effet fait la part belle, pas aux théories décoloniales, même si elles y sont enseignées, mais en tout cas à des approches qui sont un peu plus marquées idéologiquement. Voilà. Des approches qui sont inspirées des épistémologies identitaires. Voilà, disons que ce type d'études, d'objets d'enseignement étaient relativement marginaux il y a 20 oui, ça fait un peu il y a 25 ans quand j'y étudiais, même encore, non, oui, c'est ça, 25 ans, oui. C'est devenu, au contraire, à peu près le cœur en termes de nombre de thèses, etc., c'est devenu assez central. Alors que la sociologie électorale, par exemple, classique, je crois, suscite beaucoup moins de vocation. Et que lorsque vous regardez un peu les sujets de thèse déposés à Paris 8, par exemple, c'est assez monocolore, on va dire.
Donc très souvent, vous allez avoir l'occurrence du mot race, du mot genre, du mot... Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, ces thématiques identitaires-là. Mm. Ouais. Est-ce que vous êtes intéressé un peu plus près à la filiation intellectuelle dont il est question, puisque je pense qu'on peut dire sans trop de risque de se tromper que c'est une sorte de retour de ces auteurs français qui ont été filtrés et interprétés aux États-Unis pendant quelques décennies et qui désormais, voilà, c'est des grilles de lecture qui sont en train de croître en popularité. Comme vous venez de l'expliquer en France. Est-ce que vous avez une idée des auteurs en particulier qui vraiment sont importants pour comprendre ce développement-là dans l'université française? En fait, on a une espèce de vol aller-retour transatlantique qui s'est déroulé sur 30 ou 40 ans, ou presque 50 maintenant, avec donc des intellectuels français qui ont accédé à une notoriété mondiale, qui sont allés enseigner aux États-Unis, Derrida, Foucault, etc. Ou en tout cas qui ont été traduits, commentés, lus énormément, qui ont donc inspiré des auteurs américains, et qui, à leur tour, ont inspiré des intellectuels français, mais donc beaucoup plus récemment. Tout ce processus-là, c'est un peu une maturation lente, mais ce qu'on appelle les French Theories, c'est pas tellement Foucault ou Derrida qui, en fait, ont toujours été étudiés en France, bien évidemment, et d'abord en France, et qui ont suscité leurs propres épigones directs, on va dire, mais c'est plutôt leurs épigones installés outre-Atlantique qui ont développé leur thème de recherche propre et leurs angles propres. Alors, typiquement, parmi les auteurs américains, pour le dont l'influence est très très nette aujourd'hui, il y a des gens comme Judith Butler, comme Joan Scott, etc. Et puis, donc en France, ceux qui reçoivent et qui développent, alors non pas ces auteurs forcément très précisément, mais bon, enfin qui s'inspirent en tout cas de ce matériau de recherche et de ce type d'approche, c'est des gens comme Éric Fassin, par exemple, ou dans un autre registre, c'est Geoffroy de la Gannerie. Même si Geoffroy de la Gannerie n'a pas il n'a pas constitué ni d'équipe de recherche, enfin il n'a pas véritablement d'activité de chercheur, c'est plus un polémiste en réalité ou un essayiste si on veut être plus neutre qu'autre chose. Éric Fassin, lui, a davantage importé un certain nombre de concepts, de méthodologies et d'angles qui sont qu'on retrouve beaucoup effectivement dans les cultural studies aux États-Unis. Ouais. Mais j'établis quand même un distinguo, et je crois que c'est quand même important de le faire, entre ça, enfin, ce développement dans le champ intellectuel et la déclinaison militante. Parce que, en dehors peut-être de quelques personnalités qui sont vraiment à l'interstice des deux, et même Éric Fassin est nettement plutôt du côté universitaire plus que du côté militant quand même, d'autres figures tirent plus clairement du côté militant, mais tout en ayant une pratique intellectuelle qui se voit et qui s'entend à leur phrasé, si on peut dire. Je pense à Françoise Vergès, qui est universitaire d'ailleurs, ou à Nasser Aghenif, qui est universitaire également. En dehors de ça, lorsqu'il y a des réunions militantes, la plupart des gens qui s'expriment ne sont pas des universitaires et ils font pas... ils ne délivrent pas un savoir qui a de prétention universitaire, et généralement leur background est beaucoup plus léger de ce point de vue-là. Typiquement, Ouria Boutelja, c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre un petit peu, parce que ces ouvrages sont truffés de références, d'où ça venait en fait, essentiellement. Alors il y a des citations qu'on retrouve absolument partout, mais qui sont plutôt totémiques, plutôt que liées au déroulement d'une pensée. Il y a toujours les citations de Frantz Fanon, il y a toujours les citations d'Aimé Césaire, etc. Et pour ce qui concerne le Parti des indigènes, il y a toujours les citations de Sadri Chiari, qui est un sociologue algérien qui est considéré comme la figure intellectuelle du mouvement. Mais en réalité, encore une fois, quand on regarde le substrat, les idées d'où elles viennent, la vision du monde qui est développée dans ce que dit Ouria Boutelja ou dans les communiqués du Pire, c'est vraiment la figure de Ramon Grossfogel qui se détache. Mais en dehors de ça,
franchement, le matériel intellectuel, il est quand même pas hyper répandu ni hyper utilisé. On est quand même plus dans la mobilisation militante. Et quand on est du côté, pour le coup, de certains collectifs, alors soit côté islam politique avec le CCIF, soit des collectifs comme Stop le contrôle aux faciès, donc contre les violences policières, ou d'autres. Enfin, je vais pas égrener la liste des micro-mouvements qui généralement se résument à 1 ou 2 ou 3 personnes. Mais là, en fait, bon, on est dans le militantisme pur et dur, donc on dénonce l'État, le racisme blanc, etc., etc. Mais il n'y a pas nécessairement un bagage intellectuel. Oui, il n'y a même pas de revendication particulière de ce point de vue-là. Sinon, pour avancer l'argument d'autorité en disant, les chercheurs ont dit que il est démontré par les scientifiques que, par exemple, sur tout ce qui concerne la critique de l'islamophobie, la dénonciation de l'islamophobie. Alors là, vous avez 2 ou 3 ouvrages qui ont été écrits par des sociologues qui sont à la fois, ils sont chargés de recherche au CNRS, donc ils ont fait le cursus honorum, ils sont en poste, etc. Ils font des travaux de recherche, mais qui sont en même temps des militants qui interviennent très régulièrement auprès de ces différents collectifs, associations et autres. Par exemple, le bouquin de Marwan Mohamed, c'est ça? Et voilà, il y avait un autre auteur dont j'ai oublié le nom. Abdelalit Hadjat, pardon. Ouais, voilà. Et, qui est critiqué par Isabelle Carcimon dans son livre, mais on ne va pas revenir là-dessus. Okay. Oui, ça s'appelle Islamophobie, la construction du problème musulman, si je ne m'abuse. Et donc la théorie qui est développée dans ce livre, c'est à un moment donné, on a fabriqué médiatiquement, politiquement, les centres de pouvoir, où qu'ils soient du côté de l'appareil d'État ou du côté des médias, ont fabriqué un problème musulman parce que c'était une manière, en fait, selon là aussi des théories très répandues en sociologie, de créer un bouc émissaire pour résoudre tous les problèmes, en fait. Et donc ce bouc émissaire, aujourd'hui, c'est le musulman, avec le prolongement militant un peu plus vindicatif de cela, c'est l'établissement du parallèle avec les années 30. De dire le musulman, c'est le juif d'aujourd'hui, en fait. Donc on voit bien vers quoi ce raisonnement-là tend. Ça tend à installer un parallélisme et à faire de ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, quelque part, des complices des nazis. Ou en tout cas de ceux qui ont laissé faire ou cautionné, voire encouragé, voire voulu la répression des juifs et puis finalement leur extermination. Donc c'est un parallèle très grave. On part donc d'un matériau qui est ou qui se veut scientifique, et progressivement on en extrait, on en fait des sous-produits, si vous voulez, qui sont de plus en plus à l'usage de mobilisation militante. Ok. Et d'autre part, donc, vous mentionnez l'influence importante de cet universitaire sud-américain que moi je ne connais pas du tout, Ramon Grossvogel. Vous pouvez en dire un peu plus sur ses travaux? Sur ces travaux, peu de choses ont été traduites en français. Ils l'ont été soit par le Parti des indigènes, soit par des universitaires ou des apprentis universitaires, des doctorants qui sont plus ou moins dans la mouvance décoloniale. Donc il y a beaucoup plus de littérature en anglais. Alors, je m'en excuse auprès de vous, ou je vous rassure comme vous voulez, j'ai pas tout lu. Mais ce à quoi j'ai pu avoir accès présente une vision du monde complètement manichéenne et assez paranoïaque. Qui dit quoi? Qui dit le monde a basculé, comme je le disais au début, le monde a basculé en 1492. 1492, c'est à la fois, donc, évidemment, la conquête de l'Amérique par la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, je vais un peu vite, mais c'est aussi la chute de Grenade. Et donc, il installe là un parallèle qui est assez intéressant entre l'expansion de l'Ouest vers le Nouveau Monde et par là, à travers ça, la conquête du monde qui s'annonce, la volonté de domination de l'Occident sur la totalité de la surface de la Terre, et en même temps, la chute de l'islam. Alors, qui avait déjà, en réalité, la chute de Grenade, c'est déjà une étape assez tardive
par rapport à l'extension du califat. Mais donc il dit voilà, c'est le moment fondateur de la modernité occidentale, et à partir de là, son déploiement va consister en une domination sans partage de l'Occident qui va se traduire par donc la colonisation, avec une extension indéfinie, et l'esclavage. Bon. Et au milieu de tout ça, si j'ose dire, ce qui va compter bien évidemment, alors c'est là où il y a un raccord avec le marxisme et qui est un peu superficiel, c'est bien évidemment l'exploitation des ressources, mais ça va être bien plus encore la domination raciale. Et en fait, les pays européens colonisateurs vont devenir la synecdoque de l'Europe, qui va elle-même devenir la synecdoque de la blanchité. Donc il y a une espèce de raisonnement par induction qui fait que l'entreprise coloniale britannique plus l'entreprise coloniale française plus les colonisations portugaises et espagnoles vont résumer en fait la totalité du fait européen, mais qui n'est jamais que l'expression d'un projet blanc. Et ce projet blanc va d'une part tenter de masquer ces crimes par une espèce de supercherie qui va s'appeler la démocratie et les droits de l'homme, mais qui ne sont jamais qu'une façon de légitimer des formes d'exploitation et de domination. Et d'autre part, ce projet va également se catalysé dans une forme d'exploitation particulièrement sauvage qui est les grands totalitarismes du XXe siècle. Et ça, c'est un point qui est assez important pour comprendre la pensée décoloniale, enfin au moins telle qu'elle est formulée par Ramon Grossfogel, et ce à quoi elle aboutit surtout, c'est beaucoup plus important, c'est de dire à un moment donné, la vérité de l'Occident, en fait, c'est le colonialisme. Le colonialisme, ça aboutit à Hitler et donc à l'extermination des Juifs. Ce qui fait que l'antisémitisme, comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme l'homophobie, comme la haine en général et la violence, devient un phénomène purement européen et donc purement blanc. Et donc ce que dit Grossfogel, c'est pas du tout comme l'antisémitisme classique le porte, la Shoah n'a pas existé, ou il y a une exagération, etc. Non, non, il dit ça a tout à fait existé, mais c'est la concrétisation de la haine que les Blancs portent aux non-Blancs. Et comme les Occidentaux ont été rattrapés par leur mauvaise conscience de droits de l'hommiste, d'universaliste, ils en ont conçu une énorme culpabilité envers le peuple juif. Et pour se laver de cette culpabilité, ils ont offert une terre au peuple juif qui est la terre d'Israël. Et donc à partir de là, deux conséquences. D'abord, les Juifs sont blanchis. Ils deviennent des blancs, ils passent du côté ils quittent le banc des opprimés et deviennent des oppresseurs. Oui. Et Israël devient la continuation du colonialisme par d'autres moyens et sous une autre forme, alors même d'ailleurs que les empires coloniaux régressent. Et Grossfogel va dire, et c'est là la différence entre postcolonialisme et décolonialisme, c'est que le décolonialisme dit, mais c'est pas du tout quand les empires ont été démantelés que le colonialisme a cessé, il s'est réinventé sous d'autres formes. Et donc il a deux formes, c'est l'exploitation économique ou toutes les formes de domination qui ont eu lieu. Alors, la guerre froide, dans tout ça, ça n'existe pas, il n'y a pas de deux blocs, on n'en entend pas parler. Donc il y a une domination mondiale du Nord sur le Sud, mais des Blancs sur les non-Blancs. Et il y a une forme particulière. Donc Grossfogel va dire qu'elle est avec l'apartheid sud-africain la forme contemporaine du colonialisme, c'est Israël. Et il finit son raisonnement, aboutit à quoi? En fait, à la véritable conclusion, qui est la conclusion intéressante, c'est ce que fait Israël à Gaza, c'est la même chose que la Shoah. C'est les camps de concentration, c'est donc en réalité la reproduction du nazisme à travers ce processus de blanchiment du peuple juif. Et quand Ouria Boutelja écrit un livre qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous », bah c'est exactement cette triplicité qu'elle met en scène et qu'elle explique. Voilà. Mmh. D'accord. Alors tout ça, ça repose sur rien, c'est-à-dire que ça repose sur une vision des connaissances historiques qui sont celles d'un gamin de seconde qui serait tombé sur quelques bouquins, qui les aurait lus très très vite
et qui aurait restitué ça dans une optique complètement manichéenne et paranoïaque pour dire, voilà, pour opposer les méchants éternels aux bons éternels. Le tout avec enrobé évidemment de vulgates un peu French Theory pour dire que tout ça, c'est des constructions sociales et que, mais enfin, c'est extrêmement primaire comme raisonnement, c'est très rudimentaire. Ça n'empêche que ça a une certaine efficace au plan lorsqu'on en fait des sous-produits militants, puisque déjà, je veux dire, on a une explication pour tout, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, c'est comme le poumon pour le docteur Diafoirus. Là, c'est le colonialisme blanc qui tient lieu d'explication. Quel que soit en fait le fait social considéré, c'est la domination raciale qui est l'explication de tout et pour tout. Voilà. Et donc, ça marche relativement bien. Enfin, ça a une certaine cohérence et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Alors évidemment dans certaines proportions, hein, puisque si on parle du militantisme indigéniste, c'est très peu de monde hein, en réalité, mais il y a une espèce de comme ça, de vulgate qui se diffuse, qui, je pense, prend relativement bien auprès des étudiants. Parce qu'il y a un aspect révolte, une apparence d'intellectualité qui est assez, voilà, qui peut être assez stimulante, assez séduisante. Et puis, comme assez souvent dans les mouvements contestataires, il y a un côté, on expédie le vieux monde dans les poubelles de l'histoire, notamment les vieux socialistes, marxistes, etc., qui sont censés être plus du tout, ne plus rendre compte de la réalité du monde, qui est une réalité essentiellement raciale, et puis bien évidemment l'antiracisme traditionnel qui est relégué en deuxième division et présenté sous la forme d'antiracisme moral. C'est-à-dire, c'est l'indignation du cœur, y compris d'ailleurs lié à la mauvaise conscience des dominants. Et là, comme par hasard, assez souvent, c'est des personnalités ou des institutions juives qui vont être citées comme étant des incarnations de l'antiracisme moral. C'est la LICRA, typiquement, dont on va complètement oublier que c'est une organisation universaliste et qu'elle n'est pas liée de quelconque façon à la communauté juive, même si historiquement, il y a eu bien évidemment un contexte en ce sens. Bon, voilà, donc on va retrouver très très vite, quand même, parmi les obsessions de la mouvance décoloniale, on va trouver l'antisémitisme, on va trouver l'homophobie. Alors là, j'en ai pas beaucoup parlé, hein, je l'ai cité, mais c'est une des composantes importantes parce que c'est une des manières de faire passer l'extrême conservatisme moral, notamment des militants islamistes. Hein. C'est une manière d'exonérer, en fait, de les exonérer de leur côté extrêmement réactionnaire en matière de mœurs. Voilà, donc il y a quelques obsessions qui vont assez vite se retrouver et qui expliquent d'ailleurs qu'on a pu avoir des passerelles à certains moments avec l'extrême droite, avec Alain Soral par exemple, ceux qui cherchaient à établir des ponts entre les contestataires du système des deux rives, on va dire. Dans les éléments disons, de séduction intellectuelle qui peuvent s'exercer auprès des étudiants, je devine, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais qu'il peut y avoir aussi, c'est assez classique hein, avec ces visions du monde très simples, justement qui donnent l'impression à ceux qui les adoptent qu'ils ont en quelque sorte levé un voile sur le réel, dissiper les illusions dans lesquelles baigne la majorité de leurs congénères. Oui, bah je ne saurais mieux dire, c'est exactement ça. Oui, il y a un côté grâce à moi, vous allez être plus malin que la moyenne, vous allez gratter sous le vernis des apparences et là vous allez voir pourquoi vous souffrez. Un petit côté comme ça, hein, et on a des récits militants, on voit ça sur les réseaux sociaux, un peu naïfs parfois c'est touchant d'ailleurs, hein, sur le mode la lumière m'est arrivée. Bon, c'est un peu dangereux aussi, hein, parce que par définition, il y a un petit côté emprise
là-dedans. Vous me direz, est-ce que c'est propre à la mouvance décoloniale? Certainement pas. C'est bon, voilà, c'est un effet aussi d'entraînement militant et enfin, même dans les formations politiques les plus modérées, on a toujours des gens qui sont complètement, qui ont forcément beaucoup de recul critique par rapport à ce qu'ils proposent, à ce qu'ils développent. Mais c'est vrai qu'il y a c'est le côté extrêmement manichéen, extrêmement simplificateur, donc très facile à appréhender et à manipuler de ces théories, puis bon, qui permet de désigner clairement un adversaire principal, unique, systématique, et également de renverser toujours les arguments critiques, d'abord de faire taire les contradicteurs avec le fameux tu n'es pas concerné donc tu n'as pas le droit de parler, donc tu es blanc, tu peux pas parler de racisme, tu es hétéro, tu peux pas parler de questions LGBT et ainsi de suite. Bon, donc ça, bon, c'est assez classique, c'est une façon de délégitimer la parole de l'adversaire. Là aussi, c'est cousu de fil blanc, mais ça marche relativement bien. Mais si il faut noter, désolé, je vous interromps, il faut noter, je pense que c'est important, parce que vous venez de mentionner ces arguments identitaires qui sont utilisés pour, disons, décrédibiliser sans trop d'efforts les gens qui ne sont pas d'accord. Il faut rappeler que dès le moment où ces militants sont confrontés à des gens qui, en fait, sont valides, qui ont une parole qui serait valide selon les critères identitaires, et qui justement ne sont pas d'accord avec eux, bon, ils se débrouillent pour trouver autre chose et invalider leurs arguments d'une autre manière, et ils ne considèrent pas que leur parole est valide. Et légitime, oui. Ouais. C'est-à-dire, oui, si c'est un non-blanc, si c'est un racisé, pour reprendre leur terminologie, si c'est un racisé qui leur porte la contradiction, là, ça se passe pas bien, évidemment. Donc ça peut pas être un raisonnement dans lequel qu'on peut entendre, au moins en partie, ça ne peut être que parce qu'il est victime d'une aliénation, donc parce qu'il est complice du système. Et s'il est complice du système, c'est soit qu'il est inconscient, qu'il n'a pas ouvert les yeux, justement, il n'a pas déchiré le voile d'ignorance, il est encore derrière. Donc, dans le meilleur des cas, on le plaint, mais généralement, on va le suspecter d'avoir avantage à couvrir le système. Et c'est là que les insultes vont pleuvoir. Ça va être pour les gens d'origine maghrébine, collabeurs ou collaborettes, ça va être nègre de maison, voilà. Donc, on va très vite arriver à l'invective. Ce qui est, là aussi, c'est une manière de couper court à toute forme de questionnement, de critique, de nuance, de remise en cause. Et en fait, c'est même des insultes racistes. Et ça devient des insultes racistes, absolument. Absolument. Oui, c'est-à-dire, face, t'es d'accord avec nous, pile, tu n'as pas le droit de parler, quoi. Enfin bon, il n'y a pas de compromis possible, et pour ainsi dire, il n'y a pas de dialogue. Par définition, si on critique leur pensée, c'est qu'on est soi-même un dominant ou un complice des dominants, ou qu'on est acheté par le système. Enfin, en tout cas, voilà. C'est pour ça que c'est quand même un système de pensée très binaire et, en fin de compte, très paranoïaque. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous décrivez, dans ce que nous venons de discuter, qui me font penser à certains points qui sont discutés par Gérald Bronner et Étienne Géhin dans leur livre Le danger sociologique. Ils parlent de certaines tendances dans une certaine partie du champ universitaire sociologique, et justement à considérer qu'avec quelques, disons une pensée un peu simpliste comme celle-là, on arrive à lever le voile sur certaines illusions serait quelque sorte imposé par, entre guillemets, la société à l'ensemble des gens, et seules certaines personnes seraient capables de voir le travers. D'autres points qui sont enfin, c'est très lié, mais ces croyances dans ces structures qui ont des noms vraiment intimidants comme le colonialisme, le capitalisme, le patriarcat, qui sont comme ça considérés comme des entités qui ont une existence bien réelle et concrète, et
et même parfois en quelque sorte des intentions. Voilà, donc quelques éléments qui me semblent se rapprocher de ce que décrivait René Régé dans ce que tu décrivais. Bah, ce qui est, mais ça, c'est pas spécifique à la mouvance décoloniale. Effectivement, ça vient plus loin. C'est pour ça que je faisais référence au paradigme de la domination. C'est-à-dire qu'au fond, ça dit que ce sont les structures qui parlent à la place des individus, pour ainsi dire. La notion de conscience individuelle, donc de raison critique, est très très relative, et elle ne vaut qu'autant qu'on a pu mettre au jour et prendre conscience des mécanismes de domination. Mais si on conteste leur existence, ou qu'on nuance, ou qu'on dit oui, c'est vrai en partie, mais pas seulement, etc., là, par définition, c'est qu'on est victime de la fausse conscience. C'est donc qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris dans le meilleur des cas, soit encore qu'on ment délibérément, on est dans la falsification. Et pour illustrer assez bien de manière un peu caricaturale, et c'est pour montrer aussi que ça s'étend très au-delà de la mouvance décoloniale, et ça explique un peu le bon accueil qui lui a été fait. Quand vous avez, c'est quand par exemple vous avez Geoffroy de Laganerie qui donne une interview et qui dit il n'y a pas d'intellectuels de droite. Alors il dit pas il y a peu d'intellectuels de droite, les intellectuels de droite sont vraiment médiocres, il dit il n'y a pas d'intellectuels de droite parce que c'est un non-sens. La pensée est à gauche. Alors là, disons que lui, il le restitue dans une grammaire qui est encore assez classique, hein, une grammaire gauche-droite. Bon, on peut dire que c'est du sectarisme classique, mais ça va un peu plus loin que ça, d'une part, et d'autre part, dans la mouvance décoloniale, ça prend un tour plus clairement racial. La question gauche-droite ne les intéresse pas vraiment. Ils disent de temps en temps, bah, on a plutôt intérêt à nidifier à gauche parce que c'est là que notre discours est le mieux entendu, mais c'est pas vraiment ça qui compte en réalité. En revanche, on va dire, si je transpose Laganerie dans le langage décolonial, c'est un blanc ne peut pas comprendre la vérité, sauf, alors bien sûr, sauf si il se place du côté des alliés qui incorporent complètement la théorie, etc. Mais encore, son expérience sera à relativiser parce qu'il n'aura pas souffert du racisme dans sa chair. Donc à partir de là, et ça c'est un élément très important, enfin qui est un peu d'ordre, c'est un peu un subjectivisme naïf, enfin je sais pas comment appeler ça. Qui fait que il faut avoir été soi-même, avoir connu une expérience de racisme pour pouvoir en parler. Il faut avoir connu une expérience de sexisme pour pouvoir en parler. Ce qui à la limite s'entend assez bien. On prend bien évidemment quelqu'un qui a été victime d'un acte, qui a subi une discrimination, par définition, a vécu une expérience que les autres n'ont pas vécue. Ça, ok, j'entends très bien. L'ennui, c'est qu'on présume qu'un non-blanc est par définition et par hypothèse victime du racisme et que donc par hypothèse, il est fondé à en parler, même s'il n'en a pas directement vécu. Et alors, si jamais vous osez dire ce que je viens de vous dire, c'est mais comment pouvez-vous imaginer, comment osez-vous dire que on peut être noir sans avoir vécu l'expérience du racisme, même si on n'a pas été confronté directement. Il suffit en gros qu'on ait souffert de toutes les discriminations sociales implicites, mais celles de l'école, etc., celles de la société en général, pour que le simple fait de regarder la télé, et donc, comme le dit souvent Rokhaya Diallo, qui est aussi une figure un peu en marge, mais assez importante de cette... disons que c'est la version mainstream et médiatique de la mouvance décoloniale, et puis un peu plus soft, quoi, sur ses prises de position. Mais quand elle dit... je ne me reconnaissais pas dans les personnages de la télévision, je ne pouvais pas me projeter, et ça, c'est une forme de discrimination. Bon, à partir de là, on comprend bien que l'expérience du racisme est tellement généralisable et tellement universalisable que il y a plus rien à dire, il y a plus rien d'objectif en réalité, il y a plus rien de tangible. Mais en tout cas, ce qui est important, en effet, comme vous le disiez, c'est que ça aboutit à une mise en forme extrêmement sectaire du débat qui interdit, et c'est ce que disent aussi Bronner et Gérin très très bien, qui interdit par principe toute légitimité à une parole critique qui partirait d'un autre point de vue, disons, qui partirait d'un autre paradigme. Comme par exemple le fait que les individus réagissent en fonction des informations à leur disposition, ou encore qu'ils ont des systèmes de croyances qui sont hérités mais qui négocient avec en fonction de leurs intérêts, de leurs appétences, de leurs humeurs, de je sais pas quoi.
voilà, tout ce qui forme, disons, la sociologie compréhensive, ça, c'est rejeté en bloc. Et donc, à l'université, dans les sciences humaines et sociales, ça a des conséquences pratiques effectivement assez fortes, puisque, par exemple, ce livre-là a été accueilli avec par des volets de bois vert, non seulement de la part de la mouvance décoloniale, mais bien au-delà de ça, par un certain nombre de sociologues issus je sais pas, on va appeler ça la sociologie critique. Donc c'est bien plus installé, bien plus mainstream que la mouvance décoloniale, et c'est également ce dont Jean-Louis Fabiani a été la cible ou la victime, comme vous voudrez. Ce qui est intéressant dans le cas de Jean-Louis Fabiani, c'est qu'il vient de l'école Bourdieu. C'était un disciple et un fin connaisseur de Pierre Bourdieu. Donc a priori, c'est pas un ennemi, c'est pas un philosophe libéral. Enfin, je veux dire, c'est pas Luc Ferry, par exemple. Là, on peut comprendre, ou c'est pas Bernard-Henri Lévy. Mais même dans ces figures qui ne seraient pas, qui objecteraient, qui n'adhéreraient pas aux théories sur l'islamophobie, sur la race, etc. Si on n'adhère pas, c'est qu'on est un adversaire. Et si on est un adversaire, on doit s'attendre à se prendre tous les coups. C'est même un ennemi presque, je dirais peut-être le terme. Je n'ai pas osé le mot, mais c'est ça, oui. En fait, c'est ça. Mais il y a quelque chose d'un peu schmittien derrière tout ça, en fait. Un schmittien qui s'ignore, mais c'est un peu ça. C'est un peu la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Ouais. Je ne sais pas si ça s'ignore entièrement. Enfin, là, je ramène à autre chose, mais il y a des intellectuels de gauche récents qui sont inspirés de Carl Schmitt, Chantal Mouffe notamment. Qui donc? Pardon, je ne vous ai pas entendu. Chantal Mouffe. Ah oui. Mais bon, là c'est autre chose, mais enfin je pense qu'elle est populaire dans des milieux qui ont des recoupements avec ce dont on est en train de parler. Sur Chantal Mouffe, je n'ai pas pas connaissance de ça. D'accord, ok. En revanche, vous avez des connexions militantes. Vous avez des connexions militantes qui se sont faites, mais c'est assez différent du côté de la France insoumise, mais pour des raisons plus de terrain, d'affaires politiques locales, on va dire. Okay. Voilà. J'ai l'impression personnellement que j'ai pas de chiffres là-dessus malheureusement, mais je vois un petit peu ce que je vois passer sur Twitter de la part de certains sociologues ou de gens qui sont un peu périphériques ou qui se réclament de la sociologie. Je vois aussi un peu les nouveaux développements dans les formations universitaires qui se proposent. J'ai l'impression que, je pense que c'est un peu ce que vous sous-entendiez, que l'influence de ces visions-là, donc ce qui est clair, ce qu'on a dit, c'est qu'elles existent dans les sciences sociales. Ce que je veux dire maintenant, c'est que il me semble que cette influence est croissante en France à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme je vous disais, je crois que c'était en antenne avant qu'on démarre l'interview. Et je me suis longtemps plus intéressé aux débats sur les campus américains. Et là, ces dernières années, il y a eu une prise de conscience, enfin une sorte de vague de contre-argumentation à ces développements qui ont eu lieu pendant longtemps. Des visions identitaires et des visions agonistiques et dichotomiques, simplistes. Je crois qu'il y a quand même une vague de résistance à ça dans l'université américaine, mais en France, je crois qu'on n'en est pas encore là et que ces discours sont en train de se populariser, alors peut-être pas dans les mêmes... pas avec la même ampleur, mais enfin, c'est de la dynamique de ces réalités-là. Oui, il y a plusieurs facteurs qui expliquent les différences. Il y en a au moins deux. D'abord, il y a un contexte américain qui met pour le coup vraiment en avant la question de la race, liée à l'histoire
de l'esclavage, qui n'est pas du tout la même que celle que nous avons vécue en Europe, même si bien évidemment il y a eu l'histoire de l'esclavage, mais l'histoire de l'esclavage aux États-Unis et de ses suites, du racisme, des lois de ségrégation, etc., c'est très récent en réalité. Hein, c'est encore très très présent, et il y a évidemment de la part des élites cultivées un sentiment très très fort de devoir tout ouvrir, hein, enfin de devoir vraiment faire toute la lumière sur et d'aller chercher le plus profond possible, donc y compris dans les structures sociales, dans la conscience des individus et tout ce que vous voudrez sur ce qui a rendu possible cette abomination et pendant si longtemps. C'est-à-dire que ça perdure dans une société qui se voulait également une société émancipatrice, libératrice et tout ça. On voit très bien comment le discours décolonial a de la prise là-dessus en disant mais regardez, au moment même où vous proclamiez les textes fondamentaux, etc., les principaux, les pères fondateurs, ils étaient eux-mêmes, ils avaient des exploitations de coton en Virginie, ils avaient des esclaves, donc votre truc ne tient pas la route. Hein, donc c'est assez efficace ça aussi, hein, c'est parce que ça correspond à une réalité historique. Donc il y a ce premier contexte-là et qui aujourd'hui se perpétue, c'est évidemment pas tout à fait la même chose, mais quand même à travers les violences policières qui, pour le coup, existent dans des proportions absolument considérables. Enfin, pour être allé à Ferguson, par exemple, dans la banlieue de Saint-Louis, avoir vu un petit peu comment fonctionnait le système policier municipal, hein, donc c'est très différent comme contexte. Et la ségrégation raciale, là, pour le coup, on peut vraiment en parler entre les quartiers, la manière dont on criminalise les jeunes noirs par de diverses façons, parce que ça correspond aussi à un système judiciaire qui fonctionne beaucoup avec le privé. Hein. Les centres pénitentiaires sont privés, donc il y a une espèce de logique de rentabilité économique derrière. Bon, ce contexte-là, il est massif, il est majeur, et il est assez difficile, effectivement, d'ignorer, en particulier, la question de la place des Noirs dans la société américaine. Bon, ça n'a pas évolué partout au même rythme, et y compris d'ailleurs, ce qui montre bien qu'en effet le problème est persistant quand un noir est élu président des États-Unis. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons nos histoires de racisme, hein, si je puis dire, mais effectivement elles prennent pas le caractère massif et structurel et surtout interne du racisme aux États-Unis. Deuxième différence majeure à mon avis, eh bien c'est le libéralisme tout simplement, c'est-à-dire que le libéralisme au sens anglo-saxon du terme, le libéralisme d'aujourd'hui, pas le libéralisme politique classique évidemment, qui fait beaucoup plus volontiers bon accueil, on va dire, à l'affirmation de soi et à la question identitaire. Au fond, c'est ça la mouvance décoloniale, c'est l'une des figures de l'âge identitaire, c'est-à-dire les antagonismes de classe ont tendance à disparaître un petit peu du paysage intellectuel, etc. Les droits de l'homme progressent et sont en même temps remis en cause. Les grands blocs structurant la vie politique de l'après-guerre ont à peu près disparu. Vient pas seulement d'ailleurs sur le terrain universitaire, mais aussi par la pub, par les arts, etc., par la musique, par tout ce que vous voudrez, vient aussi une affirmation de l'identité qui correspond à quelque chose qui va assez au-delà en fait même de l'individualisme libéral, hein, et qui d'ailleurs, et c'est le paradoxe, aboutit à un effacement de l'individu au profit de la communauté. Donc, c'est cette distinction qui pour nous est très française entre la chemise et la peau, c'est la fameuse phrase de Montaigne. Nous ne savons pas assez, dit Montaigne, distinguer la chemise de la peau. Et il dit en substance, mon identité, c'est pas le vêtement que je porte. Nous passons toute notre vie à être masqués, à nous transformer, voilà, et donc de ce fait à nous illusionner un peu les uns les autres sur ce que nous sommes réellement, y compris soi-même. Et nous opérons cette distinction-là dans une logique d'affirmation identitaire. Ça n'a plus lieu d'être. D'ailleurs, on voit bien, même ces derniers jours, à travers les mobilisations pro-Burkini ou pro-voile ou des choses comme ça, et ben en gros, le vêtement, c'est l'identité, justement. C'est la négation de la phrase de Montaigne. Et dans un contexte libéral américain, qui par ailleurs, dans une nation qui s'est structurée
par des communautés, ou par ailleurs la notion de liberté de conscience, de liberté de religion et la nécessité de lutter contre toute forme d'oppression, notamment d'oppression de l'État. C'est une revendication, c'est une façon de se poser dans la société qui se conçoit relativement bien. Dans le modèle français, l'État ou toute forme de superstructure politique est pas tellement, ou en tout cas beaucoup moins perçu comme un élément d'aliénation, c'est aussi perçu comme un instrument de libération. En tout cas, c'est le sens disons, du modèle étatique républicain qui dit, c'est la phrase de Durkheim par exemple, plus l'État est fort, plus les individus sont libres. Bon, donc il y a une philosophie de l'émancipation républicaine dont l'État, le pouvoir politique et l'instrument, le bras armé. Dans la logique américaine, c'est pas ça, c'est beaucoup plus l'affirmation de soi de manière inconditionnelle. Donc ça fait deux éléments, hein, l'histoire de l'esclavage, le racisme persistant et très, très structurel, très fort, et la philosophie libérale qui explique que le mouvement ait été beaucoup, beaucoup plus fort aux États-Unis qu'en France. Alors évidemment, et ça ne date pas d'hier, ce qui se passe aux États-Unis finit tôt ou tard par avoir des répercussions en Europe et donc chez nous. Donc bien sûr, il y a une influence, mais on voit aussi en France, comme on le voit aux États-Unis, hein, puisqu'il y a, comme vous le disiez, effectivement, il y a des intellectuels, il y a des profs, il y a des étudiants qui disent bon, attendez, à un moment, on est là. On n'est pas là seulement pour contester la position d'un tel parce que il appartient à telle catégorie, etc. Et donc son nombre de points de privilège fait que il doit s'exprimer après machin qui lui a moins de points de privilège. Bon, à un moment donné, le côté un peu Barnum de tout ça finit par agacer pas mal de gens et il y a, en dehors de tout aspect idéologique, il y a une espèce de retour au bon sens qui s'opère à un moment ou à un autre, ou même de retour au réel, parce que les étudiants, ils sont endettés pour faire des études, donc voilà. En France, on a peut-être un peu moins ça, ou c'est un peu moins fort. Et puis, il y a une culture malgré tout. Il y a des anticorps culturels, on va dire, hein, qui protègent un tout petit peu, une tradition d'esprit critique. Maintenant, effectivement, c'est pas du tout uniforme, c'est pas du tout homogène ce que je décris là, parce que autant il y a des disciplines, on en parlait hors antenne, qui sont pas du tout impactées, les sciences dures, je pense qu'il y a pas tellement de sujets. Même dans les sciences positives, enfin les sciences non dures, on va dire, le droit par exemple, il y a pas tellement d'impact. En sciences sociales et dans certaines universités, là, il peut y avoir des impacts très forts. Ce qui est très embêtant, à mon sens, c'est que la sélection se perd par le fait que les enfants des élites votent avec leurs pieds et donc vont déserter progressivement les lieux universitaires ou de recherche où on va tourner en boucle sur la théorie décoloniale et sur le genre et sur la race, etc. Et il va y avoir un effet de réputation qui risque d'être, à mon avis, à terme assez préjudiciable aux universités qui vont fonctionner comme ça. En tout cas, celles qui vont être complètement monocolores, où il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de pluralisme. Moi, à la limite, qui est dans une fac, qui est des gens qui qui professent des théories de débat, très bien, tant mieux. À partir du moment où vous n'avez plus que ça et où on n'admet plus, on file plus de charges d'enseignement à des maîtres de conférences ou des chargés de TD qui seraient pas exactement dans la ligne, là ça pose problème, clairement. Voilà. Et c'est plus ça que je crains, mais donc on est une espèce de polarisation, et en plus, alors ça va de pair avec, faut appeler les choses par leur nom, quand même, par une certaine paupérisation des sciences humaines et sociales, en tout cas à l'université. Voilà. Et ça, je crois pas d'ailleurs que ce soit seulement en français, parce que on voit, enfin c'est comme ça d'ailleurs que Gérald Bronner et Étienne Géhin ouvrent leur livre. Ils parlent de la suppression des études en sciences sociales au Japon. Alors pour des motifs, dans un contexte évidemment qui n'a rien à voir avec le nôtre, mais ils disent bon, c'est pas si anodin que ça, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, et donc le risque, bien évidemment, c'est qu'à terme,
plus personne ne cherche à défendre la pratique des sciences sociales. Il y a une espèce de désertion ou de désintérêt qui se manifeste de la part de gens. Et moi, je le vois d'ailleurs chez des gens qui sont pas tout à fait au fait des débats scientifiques ou des combats ou des histoires de mouvances décoloniales et autres. Et qui disent plus, ils ne critiquent pas les sociologues d'extrême gauche ou les sociologues de telle ou telle inspiration, ils critiquent la sociologie dans son ensemble. Ils disent, mais si on continue à toute proportion gardée, on est en train de vivre un peu ce que la psychanalyse a connu, c'est-à-dire avec un dévoiement, une absence un peu d'autocontrôle par la profession, qui fait qu'à un moment donné, certains disant absolument n'importe quoi ou faisant n'importe quoi sur le plan thérapeutique, il y a une espèce de rejet en disant mais attendez, vos trucs ne sont pas sérieux, on peut pas vous écouter. Donc il y a un risque quand même que les sciences sociales ne soient gagnées par la paupérisation, si en gros, pour le dire vite, parce que c'est ça le sujet, si on sépare pas davantage le militantisme de la production scientifique. Ouais. J'ai plusieurs réactions brèves à ce que vous venez de dire, c'est presque des points de terminologie, mais je suis content que vous ayez fait cette distinction parce que c'est aussi quelque chose que je vois passer et j'essaie justement de entre guillemets de rappeler les gens à l'ordre. C'est pas le bon terme, c'est pas un terme très positif, mais ça fera l'affaire quand je vois que effectivement ils rejettent en bloc les sciences sociales, la sociologie parce qu'elles seraient intégralement militantes, etc. J'essaie de rappeler que c'est une partie des sociologues, même si effectivement notre podcast parle beaucoup de ces problèmes-là, donc effectivement j'espère qu'on puisse être accusé de naïveté par rapport à le problème d'influence du militantisme sur les sciences sociales. Mais comme je le rappelle quand j'en ai l'occasion et à mon avis le devoir, il ne faut pas croire que c'est général ou intégral. Sur la psychanalyse, quand même, je trouve la comparaison pas très heureuse parce que, à ma connaissance, il n'y a jamais eu vraiment à part quelques intuitions un peu intéressantes, mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu vraiment de construction de savoir sérieux dans ce domaine-là. Et un dernier point, je suis aussi content que vous ayez fait la distinction entre le libéralisme dans son acception classique et puis ce qui est appelé aujourd'hui libéralisme dans les pays anglophones, parce que je vois beaucoup dans les médias français les journalistes, les auteurs, les intellectuels qui justement sont défavorables à cette vision identitaire des dynamiques humaines. En général blâment le libéralisme sans autre forme de procès, sans préciser. Alors que, comme vous le dites, il y a quand même eu un changement du sens de ce terme-là, quoi. Oui, absolument. Il y a plusieurs exceptions. Tout à fait. C'est plutôt dans l'acception contemporaine, surtout aux États-Unis, qui considère le terme liberalism comme étant à peu près. Oui, mais on peut le rattacher aussi à une tradition plus ancienne du libéralisme anglo-saxon, comme la liberté définie comme l'absence d'obstacle à la volonté, au désir de l'individu. La liberté prise dans son acception continentale ou française plus particulièrement se raccroche un peu, tout en prenant évidemment ses distances à partir notamment du XVIIIe et du XIXe siècle, mais se raccroche un peu quand même à l'idéal antique de liberté dans un certain accomplissement personnel. Je fais presque un anglicisme en disant ça, mais en tout cas se raccroche davantage à la philosophie antique. Donc en tout cas il est clair qu'on n'est pas en effet sur les mêmes modèles ni de société ni de philosophie de l'individu complètement.
choses nous rapprochent, mais beaucoup de choses nous différencient aussi. C'est une des raisons pour laquelle, et ça c'est aussi un des éléments du débat, c'est une des raisons pour lesquelles la laïcité française est si difficile à expliquer à un interlocuteur américain, parce que c'est quelque chose de très contre-intuitif pour un Américain en restreignant d'une façon ou d'une autre, parce qu'il s'agit quand même la manifestation des croyances, qu'on gagne en liberté. Et c'est pourtant ça l'esprit de la laïcité. Ok. Est-ce que, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose avant de conclure? Non, je crois qu'on a fait un tour d'horizon, me semble-t-il, assez complet. Je sais pas s'il est exhaustif. Ce qui est en tout cas amusant, enfin, je sais pas si c'est amusant, si c'est tout à fait le mot, mais qui est un peu révélateur aussi d'un trait d'époque, c'est on est en train de parler d'un tout petit mouvement, et plein de fois, des gens m'ont dit, mais pourquoi tu t'intéresses à ces groupuscules? Ils sont quelques-uns, dans le tout meilleur des cas, ils vont réunir 300 ou 400 personnes, c'est quand même pas très très significatif, mais on voit bien comment aujourd'hui de très petits groupes arrivent à diffuser une pensée, des idées, une vulgate, en tout cas, une terminologie, une façon de voir les choses, une façon de se poser dans la société, dans le monde, et d'atteindre, de toucher, alors par plein de façons, mais notamment par les réseaux sociaux, de toucher plein de couches de population qui n'ont pas forcément jamais entendu parler d'eux. J'ai retrouvé parfois dans certains quartiers en province des mots, des expressions qui sont tout à fait caractéristiques de la mouvance décoloniale ou pas loin ou approchant, de la part de gens qui ne sont pas impliqués dans une forme de militantisme, parce que probablement ne savent pas qui est Ouria Boutelja ou autre, mais bon, qui sont un peu gagnés par ça. Et puis, ce qui est, là, devient, à mon avis, à un moment donné plus problématique, c'est en effet quand il y a une espèce d'alliance, ou en tout cas de complicité objective qui se noue avec des élites intellectuelles ou des élites politiques. Alors ça, on a peu parlé de cet aspect-là des choses, mais quand il commence à y avoir une forme de compromis ou d'adhésion ou d'accord implicite qui est passé avec des figures de légitimation, on va dire ça comme ça, pour balayer large. Là, c'est là que des idées qui sont très très radicales et très groupusculaires peuvent accéder à une notoriété, à une surface et une visibilité beaucoup plus importante. Et là, enfin, c'est un peu d'ailleurs le sujet avec l'islam politique dont on a peu parlé, mais il y a eu dans les pays européens notamment, puis également aux États-Unis, il y a encore une certaine forme d'acceptation d'un discours militant qui est porté par des gens qui sont délibérément hostiles à la démocratie, qui ont une vision extrêmement sexiste de la femme, qui condamnent l'homosexualité, qui sont pour beaucoup très antisémites, etc., etc. Donc, on voit que ces processus militants sont quand même, quand ils sont conduits avec, alors là, du côté de l'islam politique, c'est avec des moyens incommensurablement supérieurs, mais quand ils sont conduits en tout cas avec un certain esprit de suite, avec une certaine détermination militante, ça marche. Voilà. Ouais. Ça marche, et au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec des étudiants de 18-19 ans, sympas, ouverts sur le monde, etc., et qui ne comprennent pas du tout pourquoi vous expliquez que la laïcité, ça s'oppose à ce que, par exemple, les lycéennes portent le voile à l'école. Voilà. Donc, ça veut dire que, effectivement, il y a tout un travail d'explication qui est à refaire, mais c'est tout à fait normal d'ailleurs de le faire, mais ça montre aussi, à contrario, qu'il y a une forme de vulgate qui mixe un peu le libéralisme c'est mon droit, c'est mon choix, avec une contestation un peu globale de la société. Voilà. Ça recoupe encore un autre thème des recherches de Gérald Bronner, parce qu'il parle beaucoup de motivation de cette minorité militante qui qui leur aide à acquérir une importance disproportionnée. Ok. Écoutez, merci beaucoup, G. Merci à vous. Merci, c'était très intéressant. Je vous dis bonsoir. Ouais, bonsoir. Bon courage, et puis à bientôt. Ouais, merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Liberté Académique.
Nous sommes un podcast Science, Esprit critique et Liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.